Bonne année à tous. On la commence en beauté avec des recommandations de films cultes à voir dans votre vie. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans le Reg Ciné Club de janvier 2026. Ça fait bizarre de dire 2026, mais on est là. L'objectif est de parler sans spoiler des films que j'ai conseillés le mois précédent afin de vous donner mon avis, mais aussi de vous recommander 4 films à voir. Et j'en choisis un 5e bonus, peut-être un peu différent pour ceux qui ont envie de tenter l'expérience. Un film par semaine, je pense que vous pouvez le faire. Et en plus de ça, j'ai mis les 4 films principaux du mois dans mon top 4 Letterboxd. Regardez ces films en VOSTFR, s'il vous plaît, c'est important. Ils sont disponibles ou sur les plateformes, en streaming, en location, en Blu-ray, où vous allez trouver un moyen de les regarder, hein, évidemment. C'est ok de ne pas aimer tous les films de la liste, car l'objectif est d'essayer, et je vous ajoute aussi une série que vous pouvez découvrir. Et évidemment, il n'y aura pas de spoiler, et on va commencer avec mon avis sur les films que j'ai conseillés le mois précédent pour voir si vous avez le même. Le premier film s'appelle Do the Right Thing de Spike Lee. C'est l'histoire de Brooklyn. Grosso modo, Brooklyn chauffe à cause de la canicule de une, mais aussi à cause des tensions raciales. Spike Lee, le réalisateur, va lui peindre le portrait des habitants du quartier, leur quotidien, leurs rêves, mais aussi leurs problèmes. Il crée une sorte d'écosystème dans lequel on a l'impression d'habiter avec eux depuis des années. C'est l'une des grandes forces du film d'ailleurs, c'est la plongée et l'immersion dans cet environnement qu'on découvre au fur et à mesure. On va suivre un livreur de pizza qui travaille pour un restaurant italien rempli de racistes alors que lui est noir, donc c'est comme une particularité. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que même tous les clients de cette pizzeria sont noirs et c'est l'origine des tensions qui se révèlent être plus systémiques qu'autre chose. La violence devient institutionnelle, policière et le film va critiquer forcément les dynamiques de pouvoir dans la société, surtout par rapport à la population noire et par rapport au quartier en question. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on est quand même dans un film des années 80 et on voit déjà le monde se gentrifier. Les communautés sont ou transformées ou complètement ignorées et il devient presque impossible de faire la bonne chose morale. Il se passe des choses dans ce film-là où les protagonistes vont avoir des doutes sur ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'il faut être violent? Est-ce qu'il faut juste résister de manière pacifique? Est-ce qu'il faut se défendre par rapport aux intérêts économiques ou policiers de la ville? C'est toute la dichotomie du film, hein. C'est le lien qui est fait entre l'amour et la haine, pendant que le racisme, lui, persévère. Et je trouve que ça aide en tant que film que tous nos personnages soient appréciables. Même les racistes, t'arrives un peu, non pas forcément toujours les apprécier, mais tu les comprends. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça crée des personnages qui sont très peu manichéens, qui sont fun à regarder, que tu as envie de suivre constamment. Et Spike, lui, va utiliser des passages en musique pour exprimer à la fois la culture et l'identité du voisinage. Cette culture à lui, forcément, parce qu'on sent que c'est un film qui est fondamentalement personnel, hein. C'est son chef-d'œuvre ultime, en tout cas, il est considéré tel quel. Il adore filmer la chaleur, la transpiration, les corps, et souvent grâce à des plans fixes qui laissent les acteurs s'exprimer, ou des plans cassés qui mettent l'échelle du pouvoir et du chaos en avant, parce qu'un plan cassé sert à ça aussi, sert à déstabiliser, à renverser le monde qu'on connaît. Donc c'est un film qui est fabuleux justement grâce aux acteurs, grâce à l'ambiance qu'il crée, grâce aux couleurs qui sont utilisées. Il y a un vrai code couleur de cette ville qui sont à la fois belles dans le quartier, mais aussi qui crée le contraste entre la souffrance et justement les habitants qui vivent là dans quelque chose qui est d'un point de vue visuel assez fabuleux, je dirais presque féerique. Donc c'est ça qui est fort, c'est l'énergie qui est dégagée dans cette œuvre, c'est la manière dont Spike s'est investi dans le projet et il a dépeint la vie. À la fin du film, t'en ressors, t'as l'impression d'avoir vécu dans le quartier pendant des années parce que tu connais tous ces gens-là, c'est leur portrait, c'est leur identité, c'est leur monde et c'est fascinant de A à Z. Donc si vous n'avez pas vu Do the Right Thing, parce que vous êtes peu à l'avoir vu, vous êtes uniquement 14% à l'avoir vu, il faut le regarder, c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, le prochain film que vous n'avez pas du tout vu, pour le coup, vous êtes 6% à l'avoir vu, c'est Beau Travail de Claire Denis. Et Beau Travail est un film hyper intéressant, c'est l'histoire de militaires français au Djibouti. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je vous laisserai voir le film pour découvrir en détail l'objectif de leur mission, mais principalement, ils se font chier. Voilà. Pour l'instant, dans tout le film, ils s'ennuient, ils s'emmerdent parce qu'il n'y a rien à faire, il fait super chaud et la seule distraction qu'il y a, c'est littéralement passer un petit peu en ville et voilà, passer du temps avec sa fratrie, son régiment, ses soldats. Et depuis le début du film, tu te demandes vraiment quel est l'objectif parce que tu sais pas dans quelle direction va aller l'œuvre. Est-ce qu'il va se passer un truc dramatique, horrible? Est-ce qu'il y aura une attaque? Est-ce qu'eux vont attaquer? Tu sais pas du tout de quoi parle le film et c'est la force, c'est que tu comprends de quoi parle le film uniquement à la fin. C'est ça qui est très très bien, c'est que pendant longtemps tu dis ok, il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur, il n'y a pas vraiment ce truc-là qui va dynamiter le film, tu suis juste ce régiment en train de faire ses exercices,
en train de faire quelques tests, en train de se balader dans la chaleur du pays. Ils ont filmé sur place en plus, donc c'est hyper impressionnant. T'es plongé dans cette masculinité qui est à la fois très libre, mais en même temps très toxique, vu ce qui se passe dans le film. Mais c'est surtout un film qui est à la fois sur l'ennui, sur le patriarcat, sur la domination, sur la manière dont les gens, surtout eux, subissent des choses assez graves, fatalement. Mais c'est aussi très très beau parce qu'il y aura des moments de solitude, il y aura des moments très mélancoliques, il y a des moments où ils vont se remettre en question parce que c'est des soldats de la Légion étrangère. Du coup, il y a ce truc aussi très international où ils parlent tous un petit peu français, mais pas trop. Ils viennent de différents pays, de différentes cultures. Ils sont dans un endroit qu'ils connaissent pas du tout, qui est isolé, qui est quand même assez dramatique, hein. Ça reste un désert, il y a une culture qu'ils connaissent pas. Ils vont en ville pour s'amuser un petit peu, mais ils sont fatalement très seuls. Et il se passe un truc dans ce régiment-là que je peux pas spoiler, mais qui est vraiment le cœur du film par rapport à ce personnage-là, pour le coup, et il va avoir tout un système de hiérarchie, il va avoir toute une déconstruction de l'armée, des corps, c'est très homoérotique aussi à certains moments, c'est très intéressant de ce point de vue-là, c'est reporté par les images, je trouve qu'il y a des plans qui sont absolument magnifiques dans l'œuvre, il y a une sorte de transpiration, sueur qui se dégage aussi du film, mais ça qui est intéressant, c'est que lorsque la fin arrive, lorsque tu comprends de quoi parlait le film depuis le début, t'as envie de revoir le film, tu te dis « Ah putain, c'est qu'il y avait ça, ça et ça me faisait penser à ça », t'as envie de construire un peu le puzzle du projet. Alors c'est un film qui est quand même très linéaire, hein. Il se passe rien de choquant, il n'y a pas des twists ou quoi, mais c'est vrai que tu as l'impression de juste voir ce régiment pendant littéralement 1 heure et quelques, et au final, quand tu comprends ce qui se passe, tu réanalyses un peu tout le film, tu as envie de redécouvrir un peu ce projet, mais peu importe, parce que jusqu'à ce moment-là, tu es quand même embarqué par ce qu'ils font, par leur danse, par les chorégraphies, par justement la discipline et en même temps l'ordre, mais tu sens qu'il y a du chaos à l'intérieur, et il y a un petit truc qui est dérangeant, mais tu sais pas encore ce que c'est fabuleux comme film, c'est génial, de tous les points de vue, ça montre à la fois l'ennui, la solitude, justement ce problème de culture, la fratrie, et en même temps dans un désert, hein, littéralement, hein, où la vie n'a pas d'existence, ou très peu, la confrontation avec la culture locale, les gens qui sont là, est-ce que tu as le droit d'avoir l'amour aussi, de t'amuser, qu'est-ce qui se passe, qui tu es réellement, l'importance de la France ici, ça remet en question évidemment la France, parce que c'est un film qui est sorti en 2000, forcément la France, l'armée, voilà, il y avait quand même des choses très intéressantes à dire d'un point de vue géopolitique, et le film le fait très bien aussi sur l'intérêt d'être présent en Djibouti en tant que Français. Bref, je trouve que c'est fascinant, je trouve que c'est un grand film, c'est un chef-d'œuvre aussi d'après moi, et je pense que c'est meilleur quand vous l'avez fini. J'ai adoré le revoir parce que lorsque tu connais un peu le but du film et tu le redécouvres avec cet œil qui a déjà vu l'expérience la première fois, eh bien tu redécouvres aussi l'œuvre et c'est fabuleux. Donc je pense que c'est un film qui se revoit très très bien, qui se déguste la première fois, même si on est peut-être un petit peu perdu, mais en le revoyant, c'est un pur chef-d'œuvre. Je l'ai vraiment revu à la hausse, donc honnêtement beau travail, regardez-le, c'est pour moi une pépite et c'est l'un des films français les plus forts que vous allez voir dans votre vie. Donc foncez sur Beau Travail. Un autre film que vous n'avez pas suffisamment vu, vous êtes 5% à l'avoir vu, s'appelle Ida. C'est l'histoire d'une sœur d'un couvent en Pologne qui découvre son héritage familial. C'est une plongée dans la Pologne pauvre, communiste, via le regard de cette femme catholique qui découvre progressivement ses racines grâce à sa tante. D'ailleurs, elle n'est même pas catholique de famille, elle est juive. Donc avec sa tante, elles entament un road trip afin d'alléger de une leur deuil familial, parce qu'il se passait des choses dramatiques par rapport à la guerre, par rapport au communisme dans leur famille, et ils ont envie de soulager ce problème et en même temps de trouver leur véritable identité. Il y a quand même cette sœur qui d'un coup passe d'une sœur catholique à littéralement juive de famille. Donc elle est un petit peu perdue dans qui elle est réellement. Et Paweł Pawlikowski, le réalisateur, hein, que j'aime beaucoup, mon film préféré de tous les temps c'est Cold War et c'est réalisé par Pawlikowski, utilise la dualité des personnages pour évoquer ce combat interne face à la foi entre judaïsme, catholicisme. Doit-elle encore croire en Dieu ou succomber un peu au pessimisme? Elle passe du monastère silencieux au bar de jazz bruyant, chaotique. Elle doit choisir entre sa foi, sa croyance et même ses envies sexuelles. Pendant ce temps, sa tante, juive du coup, se plaint du système communiste auquel elle participe activement. Elle est juge dans ce système qui est quand même une dictature, disons les choses, et le manque d'appartenance qu'elle ressent dans sa vie à cause de son métier et à cause de sa solitude, surtout après la disparition de sa famille. Et vu que sa famille a disparu à cause de choses très spécifiques que j'ai pas envie de spoiler, elle se sent un peu coupable par rapport à sa position, son travail. C'est deux versions du monde qui vont s'opposer. Ida, croyante, et sa tante nihiliste. C'est à la fois la culpabilité d'un pays, mais aussi d'une famille qui est examinée ici. C'est un film que j'adore parce qu'en fait, il est sorti en 2013. Ça parle d'une époque, voilà, du bloc de l'Est de la Pologne. Et ça va justement confronter un idéal de vie. Chose qu'il fait exactement dans Cold War aussi. C'est un film qui est très vide en termes de décor pour marquer pour moi l'absence de la vie.
mais c'est aussi cadré uniquement avec des plans fixes qui mettent les personnages en tout petit dans le cadre. Le récit les dépasse, hein, les enferme dans une prison politique et spirituelle. C'est le conte d'une époque, c'est le conte d'une famille et le rejet d'un système qui est imposé par défaut dans ce monde et qui ne convient pas à l'identité de ces femmes. Ida, plus jeune, et sa tante qui, elle, participe activement et ça la bouffe de l'intérieur. J'adore ce film, je trouve qu'il est magnifique, ça dure qu'1h20, je trouve que les actrices sont formidables, je trouve que c'est un road trip un peu nihiliste, cynique, que j'adore. Ça confronte exactement la Pologne d'aujourd'hui, capitaliste, avec le monde d'avant. C'est un film qui est fascinant, qui est brillant, que j'adore aussi, un peu moins que Cold War, qui est mon film préféré all time encore une fois, mais celui-ci reste très touchant, ça reste un chef-d'œuvre aussi, et pour moi c'est l'un des films les plus poignants que vous pouvez voir. Encore une fois, c'est 1h20, c'est peut-être en noir et blanc, c'est polonais, mais ça va très très vite et c'est juste sublime. Regardez Ida, vous allez adorer. Vous n'êtes que 5% à l'avoir vu, ce n'est pas normal, il faut remédier à ça. Ensuite, nous avons le film que j'adore, que j'ai conseillé plein de fois, que j'ai revu récemment le jour de Noël. C'est Eyes Wide Shut, qui est pour moi l'un des plus grands films de tous les temps. Un classique, peut-être mon Kubrick préféré. Il faudrait que je réfléchisse au fur et à mesure à quel film de Kubrick je préfère. Mais la redécouverte en salle fut un pur plaisir. Je l'avais jamais vu en salle, hein, pour le coup, je l'ai juste vu chez moi à l'époque. Et la première fois que je l'avais vu, j'étais vraiment concentré sur l'aspect secte. Parce qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire d'un couple bourgeois à Manhattan, ou à New York pour être précis, qui vit paisiblement. Ils ont des problèmes de couple, mais voilà, ils sont un couple normal qui va malheureusement, avec le personnage de Tom Cruise, rejoindre, sans le vouloir, une soirée dans laquelle il y a une secte. Et à l'époque, j'étais vraiment concentré sur l'aspect communauté, secrète, interdite, remplie de puissance. C'est ça qui m'avait marqué. J'y voyais un peu le fantasme parfait de l'orgie, de l'illégalité et de la conspiration. J'étais vraiment fan du côté presque enquête où Tom Cruise, il veut à la fois les rejoindre et en même temps les démasquer. J'étais fasciné par ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en le revoyant, j'ai beaucoup plus apprécié l'aspect du couple qui semble souffrir assez cruellement de leur monogamie. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un peu le cliché. Un couple, c'est monogame et tout, et les deux ont des fantasmes. Ils veulent tromper, ils veulent vivre autre chose, ils parlent ouvertement de leurs tentations, et ça les dérange parce qu'ils sont à la fois jaloux, mais en même temps ils sont parfaits, riches, ont une enfant, mais c'est un masque qu'ils portent fatalement, comme Tom Cruise qui va en soirée et qui porte ce masque. Ils sont prisonniers de leurs tentations, de leur jalousie, et c'est un truc qui existe des deux côtés, quoi. Même si le personnage de Kidman va beaucoup plus en parler, c'est un truc qui est vraiment des deux côtés et qui crée des vrais problèmes dans le couple, parce que tu as l'impression que la monogamie marche pas chez eux. Et c'est fascinant de voir ça, parce que leurs fantasmes reprennent le dessus, tu as l'impression, et tout semble un peu transactionnel dans leur couple, et d'ailleurs dans le monde du film. C'est impossible à maintenir sur la durée, mais du coup ils vont faire comment? Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout dans le film est une question d'échange, de service, d'argent, au point d'en arriver à l'exploitation des enfants, ce qui est fascinant. Et j'adore l'ambiance de Noël qui vient contraster les sujets les plus sordides du film. On est à la fois dans un thriller paranoïaque, mais aussi dans un rêve éveillé qui dérange les personnages constamment en manque de sommeil. Quasiment tout se passe la nuit, ça qui est génial. Ils vivent jamais de jour, pourtant ils ont un travail, le mec est médecin et des choses comme ça. C'est génial parce qu'ils ont vraiment ce truc où ils n'arrivent pas à dormir à cause du poids du couple, à cause du poids du monde qui les entoure. Il y a beaucoup de codes couleurs qui sont repris évidemment dans l'œuvre par rapport au danger de la séduction, de la tromperie avec le rouge, le bleu du rêve un petit peu. Et il y a beaucoup la forme de l'arc-en-ciel qui revient constamment et les couleurs qui disparaissent au fur et à mesure de l'histoire parce qu'elle devient de plus en plus sombre. Donc l'arc-en-ciel passe vers le noir, ce qui est assez fascinant. Et cette société, elle est vraiment montrée comme à la fois élégante, bourgeoise, sophistiquée, mais aussi malsaine, que ce soit les personnages de la secte, que ce soit un peu comme nous, Tom Cruise, on est voyeur d'une chose qui nous tente, et c'est ça qui est assez génial. On suit d'ailleurs ce personnage en mode steadicam tout le long avec des miroirs partout pour montrer sa crise identitaire dans sa vie, dans son couple. Bref, la redécouverte était géniale. J'ai adoré, c'est l'un de mes Kubrick préférés. J'ai adoré Kidman qui est génial dans l'œuvre. Je sais qu'il y a des monologues qui sont un petit peu longs, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu énervés par son personnage, mais c'est un peu le but. C'est un couple qui s'entend mal, qui essaie de réparer les problèmes dans leur vie, et en même temps il y a toute cette histoire de secte qui vient symboliser un peu leur couple, tout ce qui les dérange, tout ce qu'ils ont envie de faire, tout ce qu'ils peuvent pas faire, et en même temps la société qui est au fin fond d'elle assez malsaine. Et je trouve que c'est un projet très cynique quand même de la part du réalisateur. C'est un projet très dramatique. Il est mort avant la sortie du film d'ailleurs, Kubrick. Donc c'est fascinant à quel point le film est marquant et touchant. Il est beau, mais à la fois il est simple, et il est, oui, très cynique par rapport à l'humain,
par rapport aux relations de couple. Il est très horny aussi, très excitant, parce que c'est le film, je dirais, le plus sexuel de Kubrick. Alors, je les ai pas tous vus, j'ai pas vu ses premiers, mais comme ça, je dirais que c'est en effet le plus sexuel. Bref, c'est un super film, je trouve qu'il mérite vraiment toutes les louanges, et il m'a même motivé à acheter un costume pour une soirée que j'avais, soirée masquée, que j'avais lors du Nouvel An. Qui sait, hein, peut-être je devrais faire ma vidéo intégralement comme ça, j'avoue que c'est pas très agréable, et je pense que le son doit pas être très très bon, mais voilà, j'ai acheté ça parce que je voulais littéralement être déguisé dans un truc de cinéma. Et j'aurai maintenant 2 déguisements, Eyes Wide Shut et en même temps le déguisement que j'ai de Geralt. Évidemment, la soirée à laquelle j'étais, personne n'avait la ref, ce qui était un petit peu décevant, mais c'est comme ça, c'est la vie, on s'adapte. Est-ce qu'on passe au film d'après? Non, faut que j'enlève ça, c'est pas possible. Dommage, parce que moi je trouve que le masque, il est vraiment iconique. Le dernier film dont j'ai envie de parler de la liste s'appelle It's a Wonderful Life ou La vie est belle de Capra, sorti en 1946 et je l'ai revu récemment, littéralement hier, et c'est toujours le feel-good parfait des fêtes de fin d'année. C'est génial. Grosso modo, c'est la vie d'un homme qui sera ruiné après la faille de son entreprise. Il songe au suicide, mais tout va changer lorsqu'un ange gardien vient à sa rescousse. En tout cas, ça c'est une partie du film, assez petite, je trouve d'ailleurs, car c'est avant tout une déconstruction du rêve américain. C'est sorti en 1946, il représente l'ambiance post-guerre de l'époque, avec le capitalisme au cœur de la communauté. Tout est transactionnel, une question de réputation, rien ne semble sincère dans les relations car la seule motivation semble être l'argent. La vie de cet homme, elle est constamment remise en question afin de rentrer dans le moule américain de l'époque, mais il ne le souhaite pas. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre une vie complètement différente et fait tout presque par défaut car la société le demande. Se marier, le métier qu'il a aujourd'hui, toutes ces choses-là, l'héritage, bref. Il y a plein de choses qui font que le mec est littéralement en train de faire des choses qu'il n'a pas vraiment envie de faire. C'est aussi pour cela qu'il est malheureux. Tout tient un peu qu'à un fil pour lui. Et il doit apprendre à se reconnecter à des valeurs simples, humaines et au-delà du stress du travail. Il est prêt à abandonner toute sa famille et sa vie juste à cause d'un vilain capitaliste qui lui met des bâtons dans les roues. Et quand je dis prêt à abandonner, c'est se suicider, pour le coup. Le film lui donne l'opportunité de découvrir la vie qu'il abandonne via un peu de magie de Noël. J'ai pas envie de spoiler par rapport à ça, mais le dernier acte du film est assez génial. Et moi, j'aime beaucoup Capra, car justement, il fait un truc que pas beaucoup de réals font à l'époque, c'est faire jouer les acteurs très vite et très fort. Ils parlent super vite, ils parlent très très fort, tu t'ennuies jamais. Et il y a beaucoup de plans fixes qui vont laisser les acteurs jouer. Tout s'enchaîne constamment, sans moment de pause, sauf quelques moments de silence absolu qui viennent contraster un peu l'énergie du film. Il devient presque une critique acerbe du mythe américain, mais aussi une œuvre existentielle remplie d'espoir. Entre thriller noir héroïque vers la fin et conte de fées durant tout le reste du film, c'est un peu ce rise and fall qui sera fascinant à suivre. C'est aussi un film qui a une place pour la femme assez particulière et assez intéressante car toute la vie du protagoniste, interprété par un James Stewart au top, que j'adore, va tourner autour des femmes, que ce soit sa femme, littéralement, que ce soit les autres qui l'entourent, vous allez voir. Et c'est ça que je trouve bien, c'est ce mélange de fantastique à la fois avec cet ange gardien qui existe, qui est réel, et le réalisme d'une Amérique qui a un peu perdu le sens des priorités, qui s'est engouffré dans ce capitalisme, dans cette perte de la communauté. Et c'est ça qui est fascinant, c'est comment la retrouver, comment faire avec et être une meilleure personne dans un meilleur milieu. Voilà, c'est une petite ville américaine, c'est un peu cliché, mais ça fonctionne du tonnerre. Ça reste un merveilleux film à voir, à revoir, que j'adore énormément. Donc allez voir La vie est belle ou It's a Wonderful Life, c'est le film parfait de Noël ou des fêtes. J'arrive un peu en retard, mais il fallait en parler tout de même. Pour Eyes Wide Shut, vous étiez 37% à l'avoir vu. Pour It's a Wonderful Life, vous n'êtes que 17%, donc allez voir le film. Ensuite, la série que j'avais conseillée la dernière fois était tout simplement Dark. Dark, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, c'est l'une de mes séries préférées de tous les temps et j'ai fait une vidéo qui s'appelle 20 raisons de regarder Dark. Allez la voir, il n'y a pas de spoiler, vous allez sûrement apprécier et vous êtes 43% à l'avoir vu cette série. C'est le plus haut chiffre, je crois, de la vidéo, donc voilà, oui, c'est le plus haut chiffre, en effet. Donc, littéralement, allez voir Dark, c'est l'une des meilleures séries, si c'est pas la meilleure série Netflix tout court. Et j'ai cette vidéo qui explique parfaitement pourquoi il faut regarder Dark en détail et sans spoiler. Et pour le Rage Ciné Club de janvier 2026, j'ai envie de vous conseiller plusieurs films. J'ai Thelma et Louise en première place. C'est l'histoire de deux amis qui vont aller à la campagne, mais il va se passer un truc dramatique qui va faire que leur vie va changer pour toujours. J'en dirai pas plus. Voilà. Ce film est rediffusé dans plein de cinémas dans les semaines qui viennent, donc profitez-en, allez voir en salle si possible. C'est un chef-d'œuvre, peut-être le meilleur film de Ridley Scott. En tout cas, il y a débat
par rapport à ça, donc allez le voir, vous allez adorer, et moins vous en savez sur ce film, plus vous allez l'aimer. C'est un classique du cinéma, je pense que ce sera le film le plus vu de la liste, on en parlera le mois prochain évidemment, mais ça, c'est un film que j'adore, donc allez voir Thelma et Louise. Un autre film que j'ai envie de conseiller, qui est très féminin aussi d'ailleurs, c'est Les Diaboliques de Clouzot. Il raconte l'histoire de deux femmes qui planifient le meurtre d'un homme, et il se passe beaucoup de choses qui sont pas prévues dans l'œuvre. C'est une sorte de thriller noir psychologique que vous allez adorer. Honnêtement, il a pas pris une ride et on en parlera le mois prochain, mais je pense que ça se regarde très très bien encore aujourd'hui alors qu'il date des années 50. C'est un super bon film. J'ai envie de conseiller un film plus récent cette fois-ci avec Synecdoche New York, le film de Charlie Kaufman qui raconte l'histoire d'un dramaturge qui n'arrive plus vraiment à se retrouver dans sa vie. C'est un film très surréaliste qui est assez expérimental à certains moments, mais c'est un film sur la vie fatalement et sur l'art que vous allez adorer. C'est peut-être pas le film le plus accessible du monde, mais croyez-moi, vous allez passer un bon moment devant et vous allez sûrement chialer à la fin. J'ai envie de conseiller un film que j'ai découvert aussi récemment qui s'appelle Network. Vous adorez tous évidemment 12 hommes en colère de Sidney Lumet. Ça aussi c'est réalisé par Sidney Lumet. Ça c'est un film très masculin pour le coup. Voilà, j'ai trouvé un équilibre littéralement sans m'en rendre compte, mais c'est l'histoire de la télévision. Comment est-ce que la télévision aux États-Unis est à chier, et c'est fascinant que ce film sorti en 77 soit autant à la page. Genre, il n'est pas du tout démodé. En termes de mise en scène, c'est une maestria, on en parlera le mois prochain encore une fois, mais littéralement, ce qui se passe dans ce film, c'est ce qui se passe dans le média encore aujourd'hui en 2026. Donc c'est fascinant à quel point il est fatalement une critique des médias de l'époque et aussi prémonitoire sur les médias d'aujourd'hui. Je ne sais même pas si le terme prémonitoire peut être considéré ici tel quel parce que je pense que juste rien n'a changé et c'est fascinant. Et il y a aussi plein de drames, d'histoires d'amour, bref on en parlera le mois prochain mais c'est génial. Et le film bonus de ce mois-ci s'appelle The Ascent. Vous connaissez tous évidemment Requiem pour un massacre, l'un des plus grands film de guerre de tous les temps. Là, c'est la femme du réalisateur Klimov, Larissa Shepiko, qui a réalisé ce film-là, et c'est l'histoire de deux Russes durant la Seconde Guerre mondiale qui partent un peu en une sorte de road trip à travers leur village, pour essayer de trouver de l'aide, mais ils se font progressivement suivre par des Allemands. Regardez-le, c'est un film génial sur la guerre, mais surtout sur comment ça impacte les communautés et la psychologie des gens, dont ces deux soldats. J'ai jamais revu un film où on ressentait autant le froid, c'est fascinant. The Ascent, c'est en bonus pour ceux que ça intéresse, mais c'est un super film que je conseille. Ensuite, en termes de série, il faut découvrir Les Sopranos. Honnêtement, c'est la plus grande série de tous les temps. En tout cas, beaucoup de personnes le disent et je pense qu'ils ont un petit peu raison parce que c'est un véritable chef-d'œuvre. Regardez Les Sopranos. Bref, voilà, c'était les films de ce mois-ci du Rage Ciné Club. 5 films cultes à découvrir, 5 avis sur les films du mois précédent. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces films, en tout cas ceux que j'ai critiqués aujourd'hui. J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Mais vous avez aussi mes comptes Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.